Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1912, la star du vaudeville Ida Overton Walker devient la première artiste noire à descendre les marches du prestigieux Victoria Theatre. Depuis plus d'une décennie, l'Afro-américaine est l'une des stars les plus importantes des planches. Le sommet de sa gloire est aussi tristement sa fin. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des premières stars noires des États-Unis, Ida Overton Walker. Vous allez voir que son parcours est vraiment unique, surtout pour une femme de couleur à cette époque-là, à la fin du 19e siècle. Elle va atteindre un niveau de célébrité qui n'avait jamais été atteint par une Afro-américaine. Elle va devenir la star des productions auxquelles elle participe. Cette gloire, cette carrière d'artiste va lui faire rencontrer un homme qui va devenir son mari, qui lui aussi est une star de la scène, et ensemble, ils vont devenir encore plus populaires. Une très belle histoire que je vous raconte aujourd'hui à Close-Up Dramatique. Belle histoire qui se finit un peu trop rapidement. Avant le succès, d'où vient Ida Overton Walker? Ida Overton naît en plein New York à la Saint-Valentin le 14 février 1880. Tous les documents officiels indiquent cette date, mais plusieurs croient qu'il se peut qu'elle soit née en 1879 alors que sa famille vivait toujours en Caroline du Nord. À cette époque-là, il est bon de rappeler que certaines familles moins fortunées enregistraient leur nouveau bébé parfois quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois après leur naissance. La famille Overton ne se baignait pas dans l'or et l'argent. Il se peut qu'elle ait attendu d'arriver à New York avant d'officialiser la naissance de la petite Ida. Le New York dans lequel va grandir la future star de la scène est bien différent de la mégapole qu'elle est aujourd'hui. Par contre, elle grouille déjà de milliers d'artistes venant de tous les milieux. Dans la future grosse pomme, la population noire est loin d'être imposante. Elle a même diminué avec le temps. Entre 1850 et 1870, c'est plus de la moitié des Afro-Américains qui quittent New York ou sont malheureusement exécutés à cause des différents conflits politiques et raciaux. Au moment de la naissance d'Ida, on compte moins de 60 000 Afro-Américains en sol new-yorkais, ce qui est vraiment pas beaucoup. Heureusement, Ida va grandir sans accrochage racial. Elle grandit dans un milieu aimant et démontre très jeune un vif intérêt pour tout ce qui touche à la culture. Elle aime le théâtre, la danse et le chant surtout. Tous comprennent qu'elle a un certain talent inouï pour les arts de la scène. C'est à seulement 15 ans que Ida intègre la troupe Octoroons, gérée par John Isham, l'un des agents les plus connus à New York. Octoroons est l'une des seules troupes composées uniquement d'Afro-Américains de l'État. Elle rencontre beaucoup de succès, c'est donc un bel exploit et un beau premier emploi d'artiste pour l'adolescente. Elle va faire quelques années, quelques mois avec Octoroons avant d'intégrer une autre troupe plus populaire encore, la Black Patties Troubadours. Elle s'intègre au groupe en tant que choriste. C'est avec la Black Patties Troubadours qu'elle va faire la rencontre de George Walker, qu'elle va épouser le 22 juin 1899. Pour faire court sur George Walker, c'est l'un des artistes vaudeville les plus connus de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle à New York. Avec son ami Bert Williams, ils forment un duo humoristique de choc. Les deux Afro-Américains attirent les foules par leur nom uniquement. Tous savent que si Walker et Williams sont sur une scène, c'est le rire qui va s'imposer toute la soirée. En mariant George Walker, Ida intègre également le duo de son mari qui va devenir rapidement un trio.
Elle se découvre un talent, un autre, à part de la danse, du chant et du théâtre, celui de la comédie. La jeune femme est excellente pour faire rire un public. Elle a un talent comique immense et aussi inouï. Au bout de quelques semaines seulement, le trio devient assez populaire pour former leur propre groupe, la Williams & Walker Company. La Williams & Walker Company va devenir tellement populaire à New York et aux alentours qu'ils vont faire une première. Se produire dans des théâtres réservés uniquement aux artistes blancs. Aucun artiste de couleur avant eux avait eu la chance de performer dans la grande majorité des théâtres américains. Majoritairement réservés aux artistes blancs, les Noirs devaient se contenter de petites salles obscures. Par contre, pour le trio, la demande de les voir est si forte que l'on doit louer des salles plus grandes et ainsi produire des Afro-Américains pour la première fois. Plus tard, aux alentours de 1910, devenue star, Aïda racontera et s'amusera beaucoup à dire qu'elle avait infiltré, je cite, les théâtres blancs. Ce statut de star, Aïda Overton Walker est sur le point de l'atteindre. Un nouveau siècle débute et une nouvelle célébrité va naître. À l'arrivée du 20e siècle, Aïda Overton Walker est sur le chemin du succès. Depuis plusieurs mois, elle performe avec son mari, George Walker, et son ami, Bert Williams. Ensemble, ils forment un trio si populaire qu'ils se produisent dans des théâtres réservés uniquement aux artistes blancs. En juin 1900, Aïda est appelée pour jouer Miss Hannah from Savannah dans Sons of Ham, une pure comédie. La pièce va être un succès monstre et révèle Aïda au grand jour pour la première fois loin de ses deux collègues. Sons of Ham lance Aïda sur la voie du succès. Elle enchaîne les rôles dans différentes pièces. Parfois elle chante, parfois elle danse, mais surtout elle joue la comédie. Les rôles les plus fous, les blagues les plus loufoques et les plus gros éclats de rire du public, c'est Aïda qui les a. Dans les journaux, on raconte que c'est tout le pays qui se déplace à New York pour voir la femme qui hésite à quitter l'État. Fort de son succès, en 1903, elle produit la première pièce uniquement composée de personnes de couleur, Hin Dahomey. C'est la première fois qu'une pièce voit sur une scène uniquement des Afro-Américains. À la surprise générale, alors que tous annonçaient l'échec de la pièce, le public est au rendez-vous et pour une rare fois, on voit autant de personnes blanches que de personnes noires assises dans les salles. Aucun incident raciaux est à raconter. Aïda Walker dira très souvent au cours de sa vie que le racisme n'existe pas dans le milieu de l'art, que le rire n'a pas de couleur, tout comme la culture. C'est très bien dit, je trouve. Tout au long de sa vie, elle va insister sur le fait que l'art rapproche toutes les races et que le racisme n'existe pas. En 1904, l'artiste multidisciplinaire est tellement populaire que Londres la réclame. Elle quitte New York et aussi les États-Unis pour la première fois, accompagnée de son mari et de son fidèle ami. Lorsqu'ils arrivent en sol anglais, sous la pluie, c'est la consternation. Les Anglais n'en croient pas leurs yeux. Aïda Overton Walker ne porte pas ses habits de plantation. Les fans anglais s'attendaient à voir débarquer le trio afro-américain habillé comme s'ils travaillaient sur les plantations américaines. Une idéologie qui datait de plusieurs années mais qui surtout n'était plus au goût du jour. Au début des années 1900, les afro-américains ne portent plus de tels vêtements.
Surtout Aïda, qui a la chance de pouvoir avoir un peu plus d'argent et de porter la mode parisienne. Une fois à Londres et la surprise de leur mode passée, le trio performe leurs numéros devenus des classiques pour 2 saisons. Ils performent très souvent devant les membres de la famille royale qui demandent des photographies signées du trio. Après 2 saisons glorieuses à Londres, le trio est de retour aux États-Unis et ils seront coiffés d'éloges. En 1908, l'artiste de la scène est engagé dans Bandana Land, une revue musicale au Grand Opera House. Elle va y performer son numéro qui va faire sa légende. Elle y interprète une version comique de Salomé, où la tête coupée de Jean-Baptiste est remplacée par une pastèque. Elle y fait quelques mouvements de danse sensuels puis comiques. Le numéro a un tel succès que tous les journaux ne parlent que de ça. Le reste du Bandana Land est vite oublié. Le petit scandale qui a précédé la revue aussi est vite oublié. Quelques jours avant la première, à l'annonce d'Aïda jouant Salomé, c'est le scandale aux États-Unis. Une femme noire jouera Salomé, une première, impensable, impossible, et pourtant, elle sera couronnée de succès. La danseuse rejouera Salomé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, recevant de longues ovations à chaque fois. En 1910, Aïda Overton Walker a acquis assez de notoriété et d'argent pour pouvoir se produire elle-même. Elle montera dorénavant seule sur les planches. Seule, pas tout à fait, puisque parfois, en surprise, elle invite son mari et Williams à venir faire un numéro ou 2 avec elle, au grand bonheur du public. Aïda va tourner partout à travers le pays. Ses spectacles se composent de chansons plus souvent drôles, de petits sketchs comiques et de numéros de danse endiablés. Ça attire la foule. En fait, seul son nom attire la foule devant les guichets des théâtres. Jusqu'en 1911, Aïda Overton Walker sera l'une des artistes les plus connues au pays et dans le monde anglophone. Cependant, on aperçoit de moins en moins son mari à ses côtés. La vie privée d'Aïda Overton Walker est beaucoup moins rose depuis quelque temps. En 1911, Aïda Overton Walker a atteint une célébrité qu'aucune femme noire n'avait atteint jusque-là aux États-Unis. Elle sait chanter, danser et surtout, elle sait faire rire tout le monde. Elle a un don pour la comédie et c'est bien pour ça que tout le pays et même le reste du monde connaît son nom. En 1899, elle a épousé l'artiste vaudeville George Walker avec qui elle forme un trio avec leur ami Bert Williams. Par contre, en 1911, ça fait déjà quelques mois, voire quelques années, que le mari d'Aïda n'apparaît plus à ses côtés. La raison est loin d'être rose. Depuis 1909, George souffre de plusieurs problèmes de santé l'empêchant de performer comme il le voudrait. En 1909, le comique commence à bégayer, puis souffre de blancs de mémoire qui vont arriver de plus en plus souvent. Très vite, il est pas rare qu'Aïda ou Bert souffle le texte à George. Il sait pas quoi faire, quoi dire, ça tourne parfois à l'improvisation. Les symptômes vont vite s'aggraver et Aïda va pousser son mari à consulter un médecin. Le médecin qu'ils vont consulter va diagnostiquer à George une syphilis très avancée qu'il aurait contractée en touchant du sang contaminé. Lorsqu'on découvre la maladie, c'est trop tard. On explique au couple que l'homme est incurable.
C'est le choc, mais George refuse de laisser sa femme tourner seule à travers le pays et refuse qu'elle arrête sa carrière pour s'occuper de lui. Dans les bons soirs, aussi rares qu'ils soient, George monte parfois sur scène avec sa femme qui laisse partout des bouts de texte et des indications à son mari. C'est aussi à ce moment-là que Aida va commencer à remplacer son mari, en s'habillant comme lui pour faire quelques numéros avec Williams. Une transformation qui va enthousiasmer davantage le public. Une femme qui se prend pour un homme, c'est encore plus unique. Malheureusement, le 6 janvier 1911, après plusieurs jours de souffrance et d'agonie, George Walker décède aux côtés de sa femme, qu'il aimait tant, dans un hôpital de Long Island de la syphilis. Il avait seulement 37 ans. Quelques jours après la mort de son mari, Aida décide de repartir en tournée. Elle rend hommage à George à chaque soir en portant ses habits et en faisant ses sketchs. Elle reçoit un nombre incalculable d'ovations. Au même moment, elle fait les manchettes des journaux en devenant la porte-parole, entre guillemets, du fameux Cake Walk, une danse que les esclaves noirs de l'époque faisaient et qui imitait la façon de danser de leur patron. On la surnomme maintenant la reine du Cake Walk, pendant qu'elle intègre ses Cake Walk à ses spectacles. En 1912, Aida est au sommet de sa popularité. Les gens de tous les milieux viennent la voir dans tous les théâtres des États-Unis. Il n'est pas rare qu'elle soit la première personne de couleur à performer dans un théâtre, chose qui ne fait qu'augmenter l'intérêt autour d'elle. La même année, elle est invitée au Victoria Theatre pour y performer son mythique numéro de Salomé. À cette époque-là, le Victoria Theatre a l'une des politiques raciales les plus sévères au pays. Aucune personne de couleur est admise à l'intérieur des murs du théâtre, et les quelques artistes noirs pouvant y performer sont sous-payés quand ils ne reçoivent pas juste aucun salaire. Aida accepte l'offre, mais pousse le théâtre à accepter ses conditions. Elle doit être payée le même salaire que les autres artistes du théâtre et aucune personne, de couleur ou non, sera refusée d'entrer dans la salle. Le Victoria Theatre accepte les deux conditions de la star. Pour la première fois, au Victoria Theatre, des Afro-Américains assistent à un spectacle où une artiste noire est payée au même salaire que ses collègues. Aida est la première artiste de couleur à descendre le grand escalier du hall de l'établissement, dans une des robes les plus luxueuses jamais vues à ce même théâtre. Devant une foule diversifiée, ils sont des centaines à l'applaudir pour un nouveau triomphe. Le plus grand pied de nez à la politique raciale. Jusqu'en 1914, l'artiste va enchaîner les succès. Par contre, pendant l'été 14, elle commence à avoir quelques soucis de santé. Elle est très fatiguée, parfois au bord de l'épuisement. En octobre, on lui diagnostique une insuffisance rénale aiguë. Le 11 octobre 1914, à seulement 34 ans, Aida Overton, veuve Walker, décède. Sa mort provoque une couverture médiatique immense. Tous les journaux parlent de la disparition de l'une des femmes les plus connues au pays. On souligne pour la première fois l'implication d'une artiste contre le racisme américain. On raconte ses exploits à Londres, son amour avec George Walker. Dès le lendemain de l'annonce, devant sa maison, c'est des milliers de personnes qui attendent et qui espèrent que c'est une fausse nouvelle. Ils attendront plusieurs jours avant d'accepter la mort d'Aida Overton Walker. En descendant le grand escalier du Victoria Theatre dans une robe magnifique et à paillettes, Aida Overton Walker a probablement inspiré des milliers de petites Afro-américaines espérant un jour, elles aussi, devenir célèbres. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.